Vous pouvez lancer votre présentation. Bon, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Je me présente, Jouini Kamel, chef division reboisement et protection des sols au niveau CRDA Prérouet. Donc aujourd'hui, notre présentation va faire l'objet la situation actuelle des forêts et des perspectives d'avenir. Donc peut-être on va donner un aperçu sur la situation en Tunisie. Donc, vous savez que la Tunisie couvre 164 000 kilomètres, dont 25% au nord du pays, 15% au centre et le reste, 60% au sud. La population est aux environs de 12 000 habitants, soit 73 habitants par kilomètre. Donc, vous voyez après une longue période au cours de laquelle la superficie des forêts a fortement baissé. Cette tendance s'accentue encore au cours de la dernière décennie du fait du changement climatique, la conjoncture, la politique adoptée par le pays. Donc, on va devoir... Excusez-moi, Kamel. L'espace de compétences. Est-ce que vous aviez une présentation? Oui. Parce qu'on la voit plus là. Oui. Oui, j'ai une présentation là. Il faut repartager, s'il vous plaît. Pardon? Ah, oui, ok, on va voir. On va faire le partage. Bon, je m'excuse. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant, non? Ça a commencé à charger, puis ça s'est arrêté. Maintenant, ça change. Je répète qu'il faut... Voilà, c'est bon. Merci. Oui, comme ça. Voilà. Bon, je recommence. Je me dis que on va voir une situation actuelle de la forêt en Tunisie et quelques perspectives. Donc, comme introduction, la Tunisie couvre aux alentours de 164 000 kilomètres, dont 25% au nord du pays, 15% au centre et 60% au sud. La population est aux alentours de 12 millions. Est-ce que je partage, Madame Corina, est-ce que je mets arrêter là, ignorer, voilà. Vous voyez l'écran, voilà, c'est bon. Oui, on voit votre écran. Maintenant, il faut faire défiler les diapositives au fur et à mesure quand vous avez besoin. Voilà. Nous, on est sur la première page. Il faut les défiler. Là, il faut appuyer dessus. Ou cliquer avec votre flèche. Ouais, j'ai appuyé, mais ça ne marche pas. Avec les flèches haut, bas ou droite-gauche. Sur le clavier. Ouais, je l'ai fait comme ça, voilà. Droite à gauche, mais... Alors. Faire mode diaporama, c'est mieux. Oui, essayez le mode diaporama. Il faut mettre le diaporama, je ne sais pas. En bas de PowerPoint. Bon, je vais répéter là. Le petit écran. On va faire le repartage. Fenêtre là. Comme ça. Partager. Comme ça, vous voyez là? Là, on est sur... Oui. Madame Corina. Oui, c'est bon, on a vu la deuxième diapo. Vous voyez maintenant? Oui, c'est bon. Parfait. Voilà, c'est bon. Oui. Bon, je m'excuse pour ce matin. Bon, je me dis que l'espace de compétences de l'arrondissement forêt au niveau régional comprend deux entités distinctes.
les espaces forestiers comprennent le domaine forestier et les terres soumises au régime forestier d'une superficie de l'ordre de 85 000 hectares. Donc, pour l'espace pastoral, une superficie de l'ordre de 55 000 hectares. Donc, le régime appelle régime foncier. Les terres forestières appartiennent principalement à l'État, donc c'est la propriété de l'État. Les types de régime forestier prédominants à Kerouan sont le domaine forestier de l'État aux alentours d'une superficie de 29 635 hectares. Donc, pour le domaine privé de l'État soumis au régime forestier, parce que la différence entre domaine forestier de l'État et domaine privé de l'État soumise au régime aux alentours de 99 264 hectares. Donc, pour les terres privées soumises au régime forestier, 8 240 hectares. La fixation, il y a des terres où fixer contre l'érosion éolienne, les dunes de sable aux alentours de 260 hectares. Autres terres privées collectives, il s'agit des arbustes et des plantations d'espaces forestiers, pastorales pour les terres telles que les brise-vents, protection des berges des ravins et des autres terres en pente. Donc, pour ce qui donne la superficie totale de la gouvernorat s'étend sur une superficie de 650 000 hectares, donc superficie 140 000 hectares forêt, soit 22% du couvert forestier. Ça représente un part très important. Donc, pour les forêts naturelles, on a 85 000 hectares. Pour les parcours 55, déjà dit, 55 000 hectares. Pour les pépinières, on a 7 pépinières forestières réparties en 7 délégations, dont un pépinière pilote, c'est situé à délégation au secteur Chpic. Donc, pour les pistes forestières, on compte 300 km de pistes qui font l'accès aux forêts. Là. Pour les tranchées par feu, alors ce sont des tranchées pour limiter la propagation des feux en cas d'incendie. Donc, on a aux alentours de 120 km de pistes. Pour les postes vigies, ce sont des postes pour le contrôle de la forêt, des états sanitaires, contre les bandismes. On a 7 postes vigies, soit 7 postes de contrôle. Pour, à titre indicatif, pour les incendies en 2023, on a un nombre de 31 incendies, dont la superficie totale est 477 hectares, soit 15%, 15,38 hectares par incendie. Donc, c'est un peu trop élevé. Donc. Quand même, pour les 467 hectares, on a 467 hectares brûlés pour les terres publiques forestiers. On n'a pas des terres soumises, mais généralement, là où il y a les incendies, généralement dans les domaines publics et forestiers. Après, pourquoi le domaine public et forestier est soumis à ces infractions-là. Pour les activités enregistrées dans l'arrondissement forêt, au secteur forêt à Kerouan, on a l'exploitation des romarins en alternance, on a 10 000 hectares. Nombre d'autorisations pour l'exploitation des romarins, on a donné simplement 3 autorisations. Pour établir des cahiers de charges et également pour l'exploitation des romarins, on a 3 cahiers de charges. Le nombre est un peu minime. Pour l'abattage ou l'arrachage des arbres, on a 32 autorisations. C'est la différence. Si on dit une autorisation, c'est-à-dire il faut les terres, ça appartient à le domaine de l'État. Donc, si on parle de cahier de charge, donc c'est une terre privée soumise au régime forestier. Donc, on a 6 pour l'abattage des arbres, c'est ça. Pour les carbonisations, on a 27 autorisations et 26 cahiers de charge. Pour le nombre d'infractions illégales comptées en 2023, on compte 117 infractions.
la protection ligneuse de la forêt à Cameroun est limitée pour les utilisations du bois, s'approche à 1%. Cette baisse confirme le jugement de la vieillissement des forêts et le défrichement de quelques superficies, la destruction et les abus de la forêt. Pour la dégradation et le mauvais état sanitaire, donc on a déjà parlé. Donc les autres produits forestiers non ligneux sont principalement l'alpha, le romarin, le myrte et les graines de pain d'Alep, le capre en superficie réduite, le carobier et les escargots, surtout à Ouslati. Les recettes tirées des autorisations de récolte de ces produits s'avèrent un peu importantes. Ce n'est pas trop de choses, mais généralement la population utilise ou bénéficie de ces produits sans avoir l'autorisation de l'administration. Le principal bénéfice pour l'exploitation de ces produits réside dans la distribution irrégulière ou régulière des revenus aux usagers des forêts. Donc, pour les activités liées pour la chasse, ça génère des revenus qui varient entre 10 000 et 20 000 au prix, bien sûr, l'État. Le nombre des animaux abattus est variable selon les années, mais la tendance est toujours baisse pour les chasses. Pour ce qui concerne le développement social, socio-économique, pour beaucoup de familles, le seul revenu agricole représente à peu près un tiers de son revenu total. L'autre tiers aux produits forestiers tels que le carobier, le pain d'Alep et d'autres produits. Donc, pour la qualité des forêts, le Cameroun appartient à l'État. Il y a très peu de forêts privées. Bon, il y a des parcours collectifs gérés par l'État, par l'administration. Ce sont des parcours collectifs. Ces terres sont afin préservées aux soumises au régime forestier et donc ne peuvent pas être exploitées qu'après autorisation de l'administration forestière. Donc, on compte 11 300 têtes ovines qui ont bénéficié du pâturage pour l'année 2023 et pour un montant de l'ordre de 13 874 dinars au profit de l'État. Bon, passons, on va pas. Pour les conservations des eaux et des sols, les forêts contribuent activement, bien sûr, à la préservation de l'environnement, des natures, tout en limitant l'érosion et la régularisation du régime de l'eau. Pour la protection de l'environnement, on a un aspect, le domaine forestier joue un privilégié en matière de protection de l'environnement du fait de sa richesse en faune et en flore et la conservation de la biodiversité. Donc, pour l'évaluation des défis, on a des défis pour surmonter, arriver à obtenir là, en 2023, le nombre des infractions enregistrées est de l'ordre de 160. La superficie touchée par différentes infractions forestières étale à une superficie de 100 hectares pour le défrichement, 150 hectares pour les conservations des forêts en terre cultivées après labor. Pour les incendies, comme on a déjà dit, c'est une superficie de 477 hectares. L'occupation par construction des maisons, on a une superficie, on a l'occupation illicite aux alentours de 20 hectares. Bon, certains habitants de la région procèdent au défrichement et la conservation des terres en terres agricoles, plantations pour planter des cultures olicoles ou bien des céréales, dans l'espoir pouvoir attribuer ces terres à la propriété privée. Et ce n'est pas le cas pour l'administration. Bon, ces actions illégales entraînent généralement des accélérations, processions d'érosion, une réduction du niveau de protection foragère, une baisse de la qualité du forage
et donc une diminution de la productivité animale. Donc, bien sûr, une réduction des besoins vitaux tels que les cheptels, le revenu pour les citoyens ou les habitants de la forêt. Pour chiffres, pour quelques les facteurs qui menacent les forêts, donc on a les feux, les incendies, comme on a dit, avec le changement climatique, avec le changement de l'été, des cycles de l'été, ben, c'est la cause principale pour provoquer ou avoir des incendies pour les forêts et l'utilisation abusive par les clandestins. Donc, l'approche de l'été, bien sûr, forêt brûle des dizaines d'hectares, sont chaque année incendies. Ces incendies représentent une grave atteinte à la forêt et les dégâts nécessiteront un grand effort de ces frais considérable pour le reboisement et le mettre en relief pour la régénération. Pour l'abattage des clandestins des arbres, donc on a toujours des citoyens qui utilisent clandestinement ou anarchiquement les produits forestiers. Donc, si l'administration l'empêche à utiliser ces produits, il engendre pour faire des incendies ou faire des abus pour la forêt. Donc, la dégradation de l'espace forestier, le ramassage du bois pour la cuisine et le chauffage par la population forestière, le surpâturage par les chèvres, engendre une contamination ou une destruction des arbres. Parce que les animaux, les chèvres, vont manger l'écorce des arbres, donc va engendrer un dessèchement des arbres par la suite. Donc, pour tout ce qui est urbanisation et construction anarchique, donc les citoyens des forêts ont tendance à construire des logements et le secteur d'urbanisation va s'augmenter de plus en plus. Pour les mauvaises gouvernances, on a le domaine forestier appartient aussi bien à l'État, comme on a dit, également au privé, et géré par le ministère de l'Agriculture, sous tutelle de la Direction générale des forêts. Les habitants ont un droit d'usage domestique et non commercial. Donc, pour les habitants des forêts, les citoyens bénéficient de l'usage domestique pour l'utilisation à l'échelle domestique et non pas pour faire la commercialisation. Et on ne trouve pas, c'est le contraire en réalité. Donc, on utilise pour le domestique et généralement pour faire la commerce. Malheureusement, les moyens humains et matériels pour l'administration est un peu restreint. Donc, c'est la cause pour laquelle maintenant on a des utilisations abusives ou des fractions pour le secteur forestier. Pour les perspectives, les principaux défis relevant du secteur forestier, il faut faire la consolidation de projets de reboisement et ça pèse un peu lourd pour l'administration. Aménagement et exploitation des parcours forestiers, amélioration du niveau de vie de la population qui aura augmenté grâce à la mise en œuvre du programme de développement mis par l'État. Donc, pour l'État, pour abaisser ou faire diminuer l'utilisation des produits forestiers, l'État a mis en relief des programmes spécifiques pour les zones d'ombre, si ça suffit le mot-là. La continuation d'efforts de reboisement et pour générer le développement et de l'écosystème, l'écotourisme. Intensification d'aménagement des forêts, création des espaces verts pour les agglomérations, préservation et valorisation des espaces naturels et forestiers à des fins touristiques. Donc, pour ces
ces problèmes et ces défis, donc on doit investir dans le secteur forestier. Le budget d'investissement alloué aux opérations, aux activités forestières est insuffisant. Donc, ils comprennent le programme national financé par le budget national et d'autres projets tels que le projet Égypte qui concerne quelques gouvernements, y compris le gouvernement de Korouen, c'est la gestion intégrée des paysages dans les régions moins développées. En Tunisie, ça concerne la région de Ouestlatia, déjà financée par la Banque mondiale. Donc, il est presque l'achèvement de ce projet. Donc, peut-être on dit les objectifs principaux de ce projet, c'est améliorer les activités économiques de la région en gestion durable des ressources naturelles, renforcement des capacités pour la gestion durable des ressources agro-silvopastorales, favoriser l'investissement durable et la croissance économique dans les régions défavorisées, améliorer les conditions de vie pour la population des zones défavorisées ou zones forestières. Pour les bénéficiaires de la région, ce sont toujours la région de Ouestlatia et ce projet-là, ça concerne Bézère, Belge, Jando, Belkef, Silienne, Gasserie, entre autres, et Cité Bouzy. Donc, bon, les composants du projet, on a déjà dit, c'est le renforcement, la favorisation des revenus pour les citoyens ou les habitants des forêts-là. Donc, pour le projet Égypte, on a arrivé à plus ou moins, il faut avoir une gestion, un modèle de gestion ou de co-gestion avec des alliances protectives. C'est-à-dire, on a une utilisation tripartite où l'État, représenté par la Direction générale des forêts, là en haut, vous voyez là, avec les groupements, on a construit, on a 5 paysages marouf et 2 paysages Jbal Hal. Donc, on a 7 conventions avec les 7 GDA, avec la direction de donner à chaque une superficie bien déterminée, bien sûr, après étude, de 2000 hectares, 2500 hectares, 1500, ça dépend entre les régions, allouées au GDA pour l'utiliser, pour le bénéficier, ou utiliser les produits forestiers tels que le romarin, les graines de pain d'Alep. Donc, entre autres, de l'autre côté, il y a une convention entre les GDA et les opérateurs économiques pour ramasser les produits forestiers et le mettre juste pour les opérateurs pour faire les transformations, pour faire l'écoulement. Et bien sûr, on a des conventions avec les JF et bien sûr les opérateurs économiques. Donc, en conclusion, les forêts représentent un patrimoine précieux et une richesse considérable actuellement gravement menacée. Il est temps de s'en occuper et de protéger et développer tout le secteur forestier. La forêt occupe une place importante en Tunisie et bien sûr au gouvernement de Korouen, aussi bien pour les superficies qu'elle occupe. On a dit que 140 000 hectares. Bien sûr, elle occupe sur les plans socio-économiques. Malheureusement, la forêt subit des pressions massives pour la déforestation par les habitants et par les clandestins. Donc, les incendies et l'abattage clandestin des arbres forestiers, et la dégradation des forêts et l'urbanisation menacent l'existence de nos forêts. Donc, les moyens humains et matériels sont dérisoires et réservés aux forêts sont des menaces indirectes et favorables pour la détérioration des espaces forestiers.
La mauvaise gestion de ces espaces conduit à un manque à gagner important et risque important de déséquilibre des écosystèmes et la disparition de la forêt et la faune et la flore microbienne. Le système actuel de gouvernance et de contrôle par l'administration reste encore faible et pour faire face aux menaces des forêts, il est nécessaire d'opter pour une gestion plus souple et plus réactive, comme la gestion, comme l'expérience du projet PJ reste à faire une évaluation. Peut-être on va chercher d'autres projets similaires dans ce sens-là pour abaisser, pour faire participer les citoyens à utiliser, bien sûr, les produits forestiers tout en gardant ou préservant le patrimoine forestier. Donc, l'utilisation, peut-être la dernière point, l'utilisation numérique et de la technologie, telle que la drone, les caméras de surveillance, peut-être nous aide à faire face aux menaces de ces voies-là. Donc, pour là, j'étais un peu rapide, mais malheureusement, j'ai fini ma présentation. Merci. Oui, merci, Monsieur Kamel Jouini. Madame Corina, Oui. j'étais un peu vite, mais parce que j'ai peu de temps, mais malheureusement. Si Oui. notre présentation est avec vous, si vous le partagez avec vous. Oui, merci. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que nos auditeurs aussi. Alors, si vous avez le temps, Monsieur Kamel, on écoute peut-être une question ou deux de la part des auditeurs, si vous voulez réagir. Moi, si il y a des questions, peut-être on est là. Alors, en ce qui me concerne, j'ai appris sur ce Mais projet. toujours, Madame Corina, Oui. Le projet PGIP. Oui, le projet PGIP, c'était très intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion de... C'est une manière de gestion, de faire un peu de détail, parce qu'on a fait une expérience, une belle expérience, mais reste à faire une étude d'évaluation. Donc, oui, voilà, ce serait très intéressant. À mon avis, il faut faire des ajustements. D'avoir les retours. Parce que pour diminuer les effets des clandestins, donc il faut l'incorporer à ces processus-là. Donc, il ne faut pas faire toujours les amendes ou pour les citoyens. Donc, il faut l'incorporer et faire intégrer dans le processus de la gestion des ressources naturelles. Oui, c'est des axes tout à fait intéressants. Ça reste toujours... Oui. Alors, une question, quelqu'un? Madame Anis, oui, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant et qui sont très bénéfiques. Je veux poser une question pour Monsieur Kamel concernant allô? Oui, madame, je t'entends. Oui, c'est Kamel. Oui, je t'entends, pardon. Oui, avez-vous une étude ou bien des statistiques qui concernent les espèces qui sont en voie de disparition, leur nombre ou bien les espèces? Oui, on a tout un gap, oui. Donc, est-ce que vous êtes ouvert pour peut-être lancer dans le futur, collaborer avec la recherche concernant la cultivation de ces nouvelles espèces et pourquoi pas intégrer d'autres espèces, par exemple des plantes comestibles sauvages ou bien même des plantes cultivées, J'ai pas des potagers peut-être. mais j'ai une étude sommaire pour les espèces qui vont être disparaître et les espèces protégées par l'État. Donc, je peux partager avec vous ces données-là. Donc,
Très bien, parce que vous savez que la majorité des projets de recherche actuellement s'intéressent à l'agroforesterie et la forêt peut être, donc l'agroforesterie, c'est-à-dire on pourra imiter la forêt dans les villes ou bien dans le milieu rural agricole, mais la forêt reste quand même un lieu qui existe déjà et qui, dans le terrain qui existe déjà, qu'on pourra donc contribuer pour la promotion des cultures potagères, par exemple, dans les forêts, etc. Et ça sera donc une source de revenus pour habitants des les forêts, là. agriculteurs et dans ce cas, ils ne peuvent pas donc, par la suite détruire d'autres espèces qui sont utiles et qui sont naturelles. Voilà. Voilà, pas de souci, madame. On peut partager avec vous ces documents-là. D'accord. C'est Oui, à ce travers serait, Madame Corinne. oui, T'en ce faites serait pas. très On est enrichissant ouvert pour nous tous. à telle recherche. D'accord. Vous êtes le bienvenu là. Merci. Merci beaucoup pour cette question Merci pour et votre oui, réponse. c'est sûr qu'on a encore des synergies à développer et j'espère qu'avec le CRDA de Kairouan, on pourra renforcer nos collaborations pour réintroduire des espèces menacées dans l'espace paysager de Kairouan. Je vous remercie, Monsieur Kamel. On va maintenant passer la parole à Elias Mkacher qui va nous rejoindre pour cette deuxième partie du webinaire et qui va nous parler du rôle des arbres. Oui, Monsieur Kamel, vous alliez dire un truc, c'est bon? C'est Lotfi Khlifi. Oui. Non, c'est Lotfi Khlifi. Il a une présentation. C'est maintenant ou l'après là? Ah non, c'est pas maintenant, c'était il y a une semaine Madame déjà que je comptais sur lui. On se rappelle après dans ce cas. Bon, ok, merci. Ok, merci. Merci Monsieur Kamel et bonjour à Monsieur Lotfi. Ok, merci. Merci à tous. Aïe. Ok, merci. Je sais pas, il passe le bonjour là. Oui. Elias, es tu avec nous? Ok, on se revoit. Oui. On est avec vous là, juste pour. Merci. Il faut arrêter le partage là. Oui, s'il vous plaît, il faut arrêter le partage pour que Elias puisse prendre la main. Elias, à toi la parole. Oui, Corinne, bonjour. Bonjour. Merci. Je suis ravi d'être là. Bonjour. J'essaie de partager mon écran. Vous voyez mon écran là? Pas encore, oui, ça vient. On voit ta belle photo. Alors, en attendant que la présentation se mette en route, je te représente un petit peu. Donc, Elias a été l'un des premiers à se former à la permaculture en Tunisie, chez nous, à l'ombre du palmier. Et depuis lors, il n'a pas cessé de cultiver son expertise. Il a développé son propre lieu de formation et d'accueil écotouristique à la Chebba, ça s'appelle Dar El Mima. Et il a aussi contribué à plusieurs missions dans le cadre de projets de coopération avec l'association Exploralis, avec différents partenaires internationaux et locaux. Maintenant, nous sommes très fiers de son parcours. Et puis, voilà, il fait partie du paysage des permaculteurs confirmés en Tunisie. Et il contribue à disséminer lui aussi ses valeurs à travers le pays et au-delà. Alors, est-ce que tu t'en sors? Bon, j'ai un petit problème là quand je partage l'écran.
fait, je quitte la conversation, donc je ne sais pas comment ça se passe. Eh ben, il faut réessayer, je pense. Il y a eu des Je problèmes. oui. Sinon, tu peux m'envoyer ta présentation, sinon, et je partage. D'accord. Je viens de te... Oui, alors une petite minute, si tu peux, en attendant que Je vais essayer une dernière fois. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran là? Non. Non? D'accord. Bon, je vais faire sans. Je vais raconter en audio ce que j'ai à raconter. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là, d'être parmi vous. Merci Corinne pour cette invitation, pour parler d'un sujet qui me passionne, qui sont les arbres, ou l'arbre en général. Donc, je me suis dit, puisqu'on est en plein ramadan, je vais raconter une petite histoire, un peu comme Abdelaziz Laël. Un récit que... Oui. Donc, c'est un récit d'une expérience menée par un scientifique qui s'appelle Van Helmont au XVIIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1600. Et donc, il a fait une expérience chez lui et qu'il a racontée dans son journal, on va dire. Et cette expérience, elle a duré 5 ans. Elle a duré 5 ans et Van Helmont commença par planter un saule dans un pot contenant de la terre sèche. Donc, il a planté un saule, un jeune arbre, dans un pot plein de terre. Et il a pris soin également de peser séparément la saule et la terre. Donc la terre qui est dans le pot, elle pesait 91 kg et le saule pesait 2 kg. Donc pendant 5 ans, il a arrosé l'arbre avec de l'eau destillée. Donc c'est une eau sans sels minéraux. Lorsque les 5 années furent passées, il arracha l'arbre et pesa de nouveau. La terre n'avait perdu que quelques grammes. Donc il avait 91 kg de terre, il a trouvé 91 kg de terre après. Par contre, l'arbre pèse désormais 77 kg et l'eau dans l'arbre environ 54 kg. Donc il y avait plusieurs idées pour expliquer ces résultats. La première était que l'arbre avait grandi en utilisant la terre. Et ça, c'était l'idée la plus répandue. Dans l'Antiquité, on pense que l'arbre tient toute sa masse du sol. Donc cette hypothèse est évidemment peu probable, puisque la masse de la terre n'avait quasiment pas diminué, alors que l'arbre avait pris 75 kg. Donc le poids de la terre dans le pot est resté presque le même, alors que l'arbre, après 5 ans, il pèse 75 kg. La deuxième idée était de penser que l'arbre avait grandi en absorbant l'eau destillée. Or, la masse de l'eau dans l'arbre n'avait augmenté que de 53 kg, alors que l'arbre avait pris 75 kg. Donc après qu'il ait arraché l'arbre, il a pu mesurer combien d'eau était dans l'arbre. Donc il a trouvé que 53 kg de cet arbre, c'était de l'eau. Donc il y a une différence d'environ 22 kg qui n'est pas de l'eau et qui ne vient pas du sol. Donc la troisième idée était de penser
que l'arbre avait dû prélever quelque chose dans l'air. Et c'est là le grand pouvoir, je dirais, de l'arbre. Donc, une bonne partie de sa masse, environ 30%, ça dépend de l'arbre après, finalement, elle vient de l'air. Et ce qui est le plus fascinant pour moi dans l'arbre, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fascinés par, je ne sais pas, par le dernier iPhone, ou ce qu'on appelle le high-tech, la technologie humaine comparée à la technologie de la nature, ou bien un simple exemple d'un arbre, c'est une blague. Ça n'a rien à voir. Donc l'arbre, c'est la plus haute, peut-être, des technologies qu'on est en train de découvrir et de comprendre petit à petit, parce qu'après, on a commencé à comprendre que l'arbre était responsable de stocker déjà beaucoup d'eau dans le paysage et de stocker le carbone qui est dans l'air, dans le bois, et voilà, avec toutes les fonctions qui viennent. Ce qu'on appelle aujourd'hui, on a commencé à, voilà, le cycle de l'oxygène aussi, comment l'arbre il produit l'oxygène, donc la quasi-totalité de l'oxygène sur la Terre elle a été produite par les arbres et les plantes. Donc petit à petit, on a commencé aussi à essayer comment dire, de traduire cette valeur de l'arbre dans le marché économique, d'où le concept de service écosystémique qui a apparu. Donc, les services écosystémiques, qui sont quatre, des arbres et des forêts en général. Donc, il y a les services de support ou de soutien. Donc, ce sont les services nécessaires à la production des autres services. Ils créent les conditions de base du développement de la vie sur Terre. Donc, il y a le cycle de l'eau. Donc, une grande partie de l'eau, elle bouge tout le temps, elle s'évapore, après elle se condense, il y a la pluie. Mais une très grande partie de ce cycle de l'eau passe à travers les arbres et a besoin des arbres pour circuler. Il y a le cycle du carbone, il y a le cycle de l'oxygène et le cycle de un peu tous les nutriments qu'on retrouve après grâce aux arbres pour nourrir un peu tous les animaux et bien sûr les humains. Il y a aussi le service de formation des sols et la conservation de la biodiversité, etc., etc. Donc ça, c'est la première, les services de support ou de soutien. Donc dans les services écosystémiques, il y a quatre. Le premier, c'est le service de support ou de soutien. Le deuxième service, groupe de services écosystémiques, c'est le service d'approvisionnement ou de production. Donc, ce que peuvent produire les arbres comme biens, comme ressources, qu'on peut consommer ou commercialiser ou vendre. Donc là, on retrouve la nourriture, l'eau potable, les fibres, les combustibles, les ressources génétiques, les produits biochimiques et pharmaceutiques, etc., etc. Après, il y a les services de régulation, ce qui permet à la résilience de la biosphère de faire face aux perturbations. Donc, on peut nommer la protection ou l'atténuation des catastrophes naturelles par les écosystèmes particuliers, le stockage du carbone, du CO2, la limitation du réchauffement climatique, la purification de l'eau et de l'air, le contrôle des ravageurs, etc., etc. Donc ça, c'est les services de régulation des arbres et des forêts. Après, un quatrième groupe de services, c'est les services culturels. Donc les services culturels, c'est tout ce qui touche, tout ce qui nous touche en tant qu'être humain, comme la beauté des paysages, l'inspiration qu'on peut trouver derrière un arbre, l'éducation, tout ce qu'on peut apprendre, le patrimoine, la religion, la spiritualité, l'écotourisme qui devient de plus en plus important. Donc ça, j'ai nommé là les quatre groupes de services écosystémiques. Il y a les services de support et de soutien, ceux qui permettent la vie sur Terre, on va dire.
d'un arbre de l'écosystème qu'on peut consommer ou commercialiser, les services de régulation et les services culturels. Donc, je ne sais pas si j'ai encore le temps pour parler d'un exemple bon, je vais essayer de faire ça rapidement, parce que sans diapo, ça va peut-être être un peu ennuyant, mais je vais quand même raconter. En fait, en 2018, j'ai trouvé un appel d'offres d'un bailleur de fonds international qui s'appelle CEPF, Critical Funding Ecosystem for Partnership Fund for Ecosystem. Et ce bailleur de fonds, très vieux, depuis des dizaines d'années, travaille sur la préservation des animaux en voie de disparition, mais surtout les gros animaux, les tigres, les éléphants, les gorilles, tout ça. Et en 2018, ce bailleur de fonds il commence à s'intéresser à la biodiversité agricole, estimant qu'il y a des millions d'hectares agricoles, tout un paysage de la campagne où une grande liste d'animaux, d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, d'insectes qui sont tout simplement en train de disparaître. Et ça, c'est très dangereux pour l'écologie en général et pour les agriculteurs, pour l'agriculture. Donc, ils cherchaient un projet où on pouvait proposer des solutions pour aider à préserver cette biodiversité biodiversité agricole. Et donc, nous, on avait proposé un projet pour promouvoir les haies comme solution basée sur la nature pour préserver la biodiversité et en même temps pour bénéficier aux agriculteurs. Et c'est là que, en introduisant le concept des services écosystémiques dont j'ai parlé tout à l'heure, on réalise que les haies, elles peuvent avoir beaucoup de services pour les agriculteurs, très bénéfiques parce que déjà c'est une pratique ancestrale qui a été, on va dire, combattue par l'introduction du tracteur et de la machine. Ce qu'on appelle le remembrement en France, où ils ont arraché 7000 km de haies pour créer des parcelles plus grandes qui sont plus adaptées aux grosses machines, aux gros tracteurs, alors que ces haies-là, elles stabilisaient les systèmes agricoles, elles offraient une protection, elles offraient un abri pour les animaux et les agriculteurs, ils pouvaient l'exploiter pour récolter du bois, récolter du miel, des fruits, donc plein de produits de la haie et différents types de haies en fait qu'on peut avoir. Il y a les haies défensives où on trouve des épines, il y a les haies anti-érosives qu'on met en ligne de contour pour arrêter l'érosion, ou bien pour atténuer un vent, les rafales de vent aussi, les haies brise-vent. Il y a les haies mellifères, il y a les haies fourragères qui font de l'ombre pour les animaux et qu'on peut utiliser comme fourrage. Et puis il y a les haies de biodiversité ou des corridors écologiques aussi qui peuvent permettre aux animaux de s'abriter et de se déplacer. Et dans ce projet-là, on avait aussi implémenté une haie multifonction qui est à la fois productive et une haie qui accueille la biodiversité locale, aussi en plantant des arbres locaux. Donc dans les haies aussi, parmi les recommandations, c'est de diversifier les arbres dans les haies, ne pas planter un seul arbre, sinon ça serait une plantation d'arbres, pas vraiment un écosystème. Donc diversifier les arbres sur plusieurs layers, sur plusieurs. Donc il y a les arbres grimpants, il y a les arbres de canopée, il y a les petits arbres, les arbustes, les arboriceaux, les petites plantes. Et aussi, donc on diversifie en plantant, il vaut mieux les plantes locales, comme par exemple le caroubier, l'olivier, l'arbousier, le laurier, le chêne,
la myrte, la rance. Bon, on a travaillé surtout dans la région de Sagenel pour mettre cette recommandation-là. Et pour les animaux, donc on essaie d'attirer un maximum d'animaux en mettant des troncs d'arbres morts, en mettant des pierres, en creusant des mares, en mettant des nichoirs dans les arbres, parce que ces animaux-là qui vont s'installer dans les haies, ils vont en même temps créer de la fertilité et en même temps créer un système équilibré et protéger ce terrain agricole des ravageurs, comme par exemple dans les haies, on peut avoir les hiboux, on peut avoir les menthes religieuses, on peut avoir les fauvettes. Donc, c'est des animaux qui régulent les populations des ravageurs et qui sont bénéfiques aux agriculteurs. Voilà, donc ça, c'est pour faire court. Désolé qu'on n'ait pas pu mettre la présentation. Donc, voilà. Je vous passe la parole, Corinne. Merci Eliès. Alors je me suis permis d'annoncer que nous mettrions ta présentation en lien. J'ai vu que tu l'as sur Google Drive. Si tu voudras bien nous fournir un lien public pour donner aux auditeurs, soit maintenant si tu as le lien, soit je l'enverrai par email. Alors, je suis ravie que tu aies mis l'accent sur les haies. C'est sûr que c'est un point de vue qu'on partage sur la façon aussi de commencer à réintroduire cette biodiversité et puis de remettre l'arbre dans son rôle central à la fois pour ses fonctions de régulation des nuisibles qui sont essentielles à la production agricole, mais aussi pour les fonctions, des macro-fonctions au niveau des écosystèmes, régulation du climat, stockage du carbone, fixation des sols. Les arbres ont disparu, hein, Monsieur Kamel l'a rappelé, parce qu'ils subissent des atteintes de la part des populations, mais voilà, comme il l'a dit aussi, il ne s'agit pas de condamner les usages, il s'agit aussi d'accompagner pour que ces usages restent dans un cadre de soutenabilité et en parallèle de la consommation, il faut toujours penser à comment on va garantir l'usage de cette ressource dans le temps. Donc, je cite moi-même souvent l'exemple de mon voisin qui fait du charbon. Il coupe des arbres pour les transformer en charbon, mais depuis que je le vois faire, depuis plus d'une dizaine d'années, je ne l'ai jamais vu planter des arbres. Donc à un moment donné, lui aussi, il sera coincé parce que il ne pourra plus garantir son activité de production de charbon parce qu'il n'a pas pensé à s'assurer que cette ressource dont il a besoin sera renouvelée. Alors nous avons le temps pour des questions. S'il y en a. Oui, Anis, très réactive. À toi la parole. Voilà, j'ai une interaction avec vous, vu l'importance de ce sujet qui concerne la permaculture. Je veux bien remercier Monsieur Eliès pour le fait de traiter l'importance de l'arbre, les services écosystémiques. C'est très intéressant. Juste, je me suis allée vers le lien et j'ai pas pu donc télécharger le document. Veuillez nous envoyer la version PDF, s'il vous plaît, parce que c'est très, très intéressant. Moi, je recommande, c'est de faire toute une séance sur les haies, vu leur importance. C'est juste une suggestion de ma part. Et merci, Corinne. Oui, là, je peux qu'être d'accord. C'est vrai que les haies méritent beaucoup d'attention et j'ai collaboré avec Elias sur ce projet Hedgerow et c'est vrai que c'est vraiment trop pertinent comme approche.
J'espère qu'on va aussi développer ça avec le CRDA de Kéran parce que pour moi, et on l'a vu aussi dans notre projet ProSol avec nos bénéficiaires, la réintroduction des haies, c'est un moyen qui est quand même assez acceptable par les agriculteurs de réimplanter les arbres dans le paysage. Et c'est aussi un moyen qui, qui est efficace dans le sens où les agriculteurs sont prêts à irriguer, par exemple, les arbres implantés, les protéger aussi du broutage de leurs animaux. Donc, du coup, c'est un moyen quand même qui est assez fiable pour commencer à remettre des arbres dans nos paysages. Parce qu'eux aussi, ils comprennent bien les avantages que tu as cités, Elias, et que voilà, les usages se sont un peu perdus, mais en fait, les agriculteurs voient bien combien ils peuvent tirer de bénéfices en réintroduisant des haies variées. Alors, on a une question de Ralia. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un écho phénoménal. Bon, je ne sais pas qui a voulu partager un truc, mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Donc, Ralia nous demande si les oliviers peuvent faire partie d'une haie. Oui, totalement. Il y a même une variété de haies d'oliviers qui a été spécialement développée pour ça et qu'on a appelée Fringiviente, si je le prononce bien. Mais même les oliviers classiques peuvent faire partie des haies. D'ailleurs, nous, on les emploie aussi comme stratégie de diversion pour éviter la prédation des oiseaux qui viennent dans les haies. Donc, il y a pas mal d'espèces d'oiseaux qui sont frugivores, donc ils vont s'attaquer un peu parfois à nos récoltes. Et on ne voudrait pas que cette part qu'on veut bien donner aux oiseaux devienne trop importante. Du coup, en mettant des oliviers dans les haies, eh bien, on va apporter de la nourriture à ces oiseaux frugivores qui, pour la plupart aussi, sont également insectivores et qui vont là, du coup, on va bénéficier de leur service de régulation. Donc, on peut penser à des oliviers, on peut penser aussi à d'autres espèces fruitières qui sont bien appréciées des oiseaux, comme les myrtes ou des prunelliers sauvages pour le nord de la Tunisie. Des espèces aussi qui sont toxiques pour nous, mais que les oiseaux aiment bien. Les néfliers, oui, pourquoi pas. Alors, les néfliers, ce serait quand même un peu dommage parce que c'est des arbres qui ne sont pas forcément bien adaptés au climat, donc en général, on leur apporte un petit peu d'irrigation. Ça dépend de la position de la haie. Si la haie se trouve près de la maison où on a un accès facile à l'eau, pourquoi pas mettre des néfliers. Si c'est dans une haie plus sauvage, je ne suis pas sûre qu'ils aient leur place. On privilégiera plutôt des espèces plus autonomes, plus adaptées au climat. Alors, je voudrais juste rebondir aussi avant la fin de ce webinaire, une petite minute, Hatem, je vous laisse la parole. Je voudrais juste insister sur le rôle des arbres dans le cycle de l'eau et des pluies. Donc, il y a des recherches récentes qui ont mis en évidence le fait que les forêts participent directement au cycle des pluies. Et lorsqu'on n'a plus les forêts qui couvrent les espaces entre le littoral et les continents, eh bien, en fait, le cycle de l'eau se brise et l'intérieur des terres bénéficie de moins de pluie que lorsque on a un continuum forestier entre la bande côtière et l'intérieur des terres. Hatem, oui, Shehid, je vous laisse la parole. Merci, bonjour pour tout le monde. C'est très intéressant les sujets que vous abordez. Concernant le sujet des arbres, je crois que en traitant chaque sujet à part, ça fait un peu de dysfonctionnement des idées et même de l'application. Donc, on parle d'écosystème en général, on parle de paysage en général, on parle d'une approche holistique, donc les trois étages. Donc, les plantes herbacées, en plus des arbres, ça donne un autre effet.
ça commence dans les recherches maintenant sur les bandes NRB, dans les cultures, dans les systèmes d'arbres, même les grandes cultures, entre les parcelles des grandes cultures, les plantes qui sont fleuries, des bandes, on laisse des bandes fleuries, des corridors en Amérique, ils font des corridors. Donc, en plus des haies, les bandes inherbées, ça donne beaucoup pour le développement des auxiliaires et des insectes pollinisateurs, même pour les arbres, et pour les apiculteurs. Ces bandes inherbées qui sont des herbacées entre les arbres, s'il y a le système des arbres, ou bien des systèmes de grande culture. Donc, ça donne beaucoup plus. Donc, il faut penser toujours système et approche holistique de tout le système. Merci. Oui, excellente remarque, Hatem. C'est vrai, c'est toujours bien de le rappeler. On est effectivement, avec l'approche de la permaculture et de l'agroécologie, dans une approche globale, holistique. Elias l'a mentionné brièvement, hein, ce côté des différents étages de végétation qu'on cultive dans la haie. Et c'est vrai que ça peut commencer avec de simples bandes enherbées qui apportent tout de suite un plus au niveau de la biodiversité et qui contribuent à une meilleure pollinisation des cultures, à un effet régulateur aussi sur les nuisibles. Merci d'avoir rappelé ça, Hatem. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ? Alors, si c'est bon pour vous, je n'ai qu'à vous remercier pour votre présence assidue et votre participation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une session cas concret avec les projets du ProSol qui sont appliqués sur le terrain. Encore merci à nos intervenants, Monsieur Kamel, Monsieur Ilyes. C'était vraiment très riche et on va partager les présentations si vous voulez bien nous les envoyer. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ok, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, Cheikh Taïba. Cheikh Taïba. Au revoir, merci. Cheikh Taïba, au revoir. Merci. Merci, Cheikh Taïba. Merci.